J'ai cassé moi-même ma maison. Mayotte, c'est une île en souffrance. Pour les Mahorais, Wambushu, c'est l'opération de la dernière chance. À Mayotte, où il y a aujourd'hui 1800 policiers et gendarmes, ça n'a pas de précédent dans l'histoire de la République. On a toujours cette peur de se faire caillasser à tout moment par des jeunes voyous ou autres. Je pèse mes mots, il faut peut-être en tuer. Ici, t'es pas chez toi c'est aux Comores. C'est pas comment on peut qualifier ça de la xénophobie. Et moi je suis née ici, ça se fait pas ça. Comprenez-nous, ce qu'on demande c'est juste être en paix. Salut l'équipe, je suis Thomas de Street Press et dans cette vidéo, je vais vous emmener à 8000 km de Paris, à Mayotte. C'est le 101e département français, c'est aussi le plus pauvre. Là-bas, Gérald Darmanin a lancé une opération anti-immigration illégale sans précédent dans l'histoire de la République. Son but, détruire les bidonvilles, expulser massivement les sans-papiers et mettre fin aux violences qui touchent l'île. C'est l'opération Wambushu. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette opération spéciale. Et pour ça, j'ai discuté avec 2 étudiants de la seule fac de Lille, avec un docteur en géographie qui a grandi à Mayotte et avec 2 journalistes qui ont couvert Wambushu pour Street Press. Et avec eux, je vais vous expliquer en quoi c'est l'opération de la dernière chance pour une partie de la population, quand pour une autre, c'est synonyme de devoir tout recommencer à zéro. Mais avant de commencer, c'est important que je vous dise 2 choses. La première, c'est abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos. Et la deuxième, c'est que c'est important que je vous fasse un point histoire-géo pour bien comprendre la situation. Mayotte, c'est ici, dans l'océan Indien, juste à côté du continent africain, entre le Mozambique et Madagascar. C'est un territoire à peine plus grand que Paris et le Val-de-Marne réunis. Il se compose de 2 îles principales, Petite Terre et Grande Terre avec la plus grande ville, Mamoudzou. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores avec les îles d'Anjouan, de Mohéli et de Grande Comore. À partir de 1841, ces 4 îles sont colonisées par la France. Puis elles deviennent un territoire d'outre-mer jusqu'au référendum d'autodétermination en 1974. Cette année-là, la quasi-totalité des habitants de l'archipel votent pour l'indépendance. Sauf à Mayotte où les Mahorais décident de rester français. Les Comores obtiennent donc leur indépendance, mais la France garde Mayotte qui devient un département en 2011. Cette scission elle est à l'origine de toutes les tensions dans l'archipel, comme l'explique le journaliste indépendant Cyril Castelletti. Lui connaît bien Mayotte car il a été prof d'histoire là-bas. Et depuis 2018, il couvre l'actualité dans l'archipel, notamment pour Street Press. Du côté de l'archipel des Comores, on dit que Mayotte est comorienne. On appuie cette revendication-là par des résolutions de l'ONU qui vont en ce sens. Du côté français, on met en avant le fait que plusieurs référendums ont aussi manifesté cet ancrage-là. Il y a une unité politique totale autour du caractère français de Mayotte. Et donc il y a ce dialogue de sourds, d'un côté comme de l'autre de l'archipel, avec l'État comorien qui continue de revendiquer Mayotte. Et Mayotte qui se sent encore donc sous la menace de cette revendication-là. Mayotte, c'est un cocktail de problèmes. C'est le département le plus pauvre de France, comme je vous l'ai dit. Là-bas, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l'INSEE. C'est un bout de France où les services publics sont surchargés et défaillants. La maternité de Mamoudzou est la maternité d'Europe où il y a le plus de naissances, avec presque 12 000 nouveau-nés en 2022. La maison d'arrêt de Majicavo est la prison la plus surpeuplée de France avec 250% de taux d'occupation. Et le centre de rétention administrative de Pamandzi est celui où sont expulsés le plus de sans-papiers. Un CRA devenu la bête noire des associations et du défenseur des droits de l'homme. Nous n'aurons pas le droit d'y pénétrer. 26 000 personnes y ont été retenues en 2022, c'est énorme. Ça représente 60% du total des retenues de toute la France. Et à cela, il faut ajouter des écoles débordées et une crise de l'eau majeure. Tous ces facteurs créent une situation de tension permanente à Mayotte. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lance en avril dernier une opération spéciale, l'opération Wambushu. Il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de mettre fin aux violences qui touchent Mayotte. D'abord, l'opération qui se déroule à Mayotte, où il y a aujourd'hui 1800 policiers et gendarmes, ça n'a pas de précédent dans l'histoire de la République, vise d'abord à interpeller des délinquants. À Mayotte, des groupes issus de quartiers rivaux se font régulièrement la guerre dans des rixes très violentes. En novembre 2022, à Mamoudzou, Skinny, un jeune rappeur originaire du quartier de Kaweni, s'est fait assassiner à coups de machette par plusieurs jeunes dans le quartier de Doujani. Hier soir vers 23h, la victime arrive à moto pour récupérer sa petite amie lorsqu'il est confronté à une bande armée. Ce meurtre a déclenché plusieurs semaines de violence entre les quartiers. Un bus scolaire avait même été violemment attaqué et les images avaient beaucoup tourné. Les assaillants ont entre 15 et 16 ans. Ils sont armés de machettes. En fait, la population se retrouve régulièrement au milieu de ces affrontements et elle subit les vols et les agressions. J'en ai parlé avec Shamsidine.
Lui, il a 18 ans, il est étudiant en droit et il habite dans la ville de Chirongi, dans le sud. Et même si sa commune est moins touchée par les violences, lui, il dit avoir appris à vivre avec la peur. Quand on marche dehors, vaut mieux pas porter des colliers ou des montres ou des téléphones, en tout cas des objets en valeur, parce que à tout moment, on peut se faire menacer pour ça ou racketter. Donc, même pour sortir tranquillement et marcher, en tout cas, si ce n'est pas dans mon village, bah, je suis jamais rassuré à 100%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mayotte est le département le plus jeune de France. La moitié de la population a moins de 18 ans. Les 3/4 des mères qui accouchent sont d'origine comorienne, ce qui fait que la proportion d'étrangers n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Selon l'INSEE, 48% de la population est de nationalité étrangère. Et parmi ces étrangers, un tiers est né à Mayotte. Souvent, ces violences sont le fait de mineurs non accompagnés dont les parents se sont fait expulser du territoire. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une grande précarité. D'après les associations et les pouvoirs publics, il serait à Mayotte entre 3000 et 4000. Je vais pas à l'école, je n'ai pas de papier, je vais faire ce que je veux, par exemple casser les bus. Très peu de solutions sont mises en place pour tous ces jeunes. L'aide sociale à l'enfance est inefficace d'après un rapport du Sénat. Et sur le terrain, les associations ne sont pas assez nombreuses. Pour stopper cette violence, le gouvernement a envoyé la CRS 8. C'est la compagnie dite spécialisée dans les violences urbaines. Elle a notamment déjà été épinglée pour de nombreux comportements violents en manif. Et dès son arrivée, la brigade s'est distinguée en tirant à balles réelles vers le sol lors d'affrontements dans la commune de Tsunzu. Le deuxième objectif de Wambushu, c'est l'expulsion des nombreux sans-papiers présents à Mayotte. On l'a vu, Mayotte est pauvre à l'échelle de la France hexagonale, mais elle est riche quand on la compare à ses voisins. Et forcément, elle représente un Eldorado pour de nombreux candidats à l'exil. Ça, c'est Fahad Idaroussi Tsimanda qui nous l'explique. Il a grandi à Mayotte et il est aujourd'hui docteur en géographie. Il a publié une thèse sur la vulnérabilité des exilés comoriens à Mayotte. Ici, nous avons un écart de vie qui est assez considérable. Aux Comores, le salaire moyen pour une personne lambda, c'est moins de 100 €. Alors qu'ici, une personne qui va bricoler entre guillemets, c'est-à-dire construire la maison d'un Maoré, il peut avoir un salaire moyen de 600 €. Donc, le choix est vite fait pour ces personnes. Mayotte, en fait, pour ces personnes-là, c'est l'avenir. La conséquence, c'est que chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants s'entassent dans des bateaux de pêcheurs qu'on appelle des kwassa. Ils risquent leur vie pour fuir les Comores. Pour chaque traversée, il faut payer entre 100 et 500 € par personne et espérer ne pas croiser les bateaux de la police aux frontières. Chaque année, près d'une centaine de clandestins trouvent la mort lors de cette traversée. Et pour expulser les sans-papiers, l'État veut détruire l'habitat insalubre. C'est le troisième et dernier objectif de Wambushu. Quand ils arrivent sur Mayotte, n'ayant pas de moyens de louer un logement, ils partent s'investir sur des secteurs qui ne sont pas encore habités. Et c'est à partir de là, à partir des années 2000, que nous avons vu apparaître un certain nombre de bidonvilles, essentiellement localisés dans l'agglomération de Mamoudzou. Talus 2 est l'un de ces bidonvilles. 86 familles s'entassent ici d'après la préfecture. Ils vivent à flanc de colline, souvent dans des maisons en tôle qu'on appelle des bangas. Les conditions de vie sont déplorables, sans eau ni électricité courante. Cyril Castellitti et le photojournaliste Louis Witter ont passé plusieurs jours avec les habitants de Talus 2. C'est le premier quartier d'habitat insalubre visé par les destructions. À Mayotte, on appelle ça des décasages. Ce quartier de Talus 2, nous on le suit déjà depuis plusieurs semaines parce qu'il est au centre d'une bataille judiciaire que mènent les habitants contre l'État et contre la préfecture pour pas que le quartier soit détruit. L'un de ces habitants-là, c'est Abdourahmane Daoud, qui a la soixantaine, qui est un monsieur qui a fait toute sa vie au quartier, qui le connaît vraiment par cœur. Quand tous ses voisins ont commencé eux-mêmes aussi à détruire leur maison, il a appelé ses neveux et il a commencé la destruction lui-même. Donc quand on est arrivé avec Cyril pour lui parler, c'était des coups de pioche, des coups de pied de biche en train de démonter les tôles. Et lui, il était dans une détresse totale. Ça, c'est ma maison. J'ai cassé moi-même ma maison. Le préfet, le maire, il a cassé ma vie. Il a cassé ma vie complètement. Si les habitants détruisent eux-mêmes leur maison, c'est pour récupérer les matériaux, pour les revendre ou reconstruire ailleurs. Pourtant, la promesse du gouvernement avec Wambushu, c'est aussi de reloger les Français ou les étrangers en situation régulière qui vivent ici. Ce qu'on a vu les semaines qui précédaient, c'est des équipes de la préfecture qui menaient des enquêtes sociales au cœur des quartiers, donc frapper aux portes une à une, proposer
sur un papier une proposition de relogement, donc avec des adresses qui sont parfois à l'opposé de l'île, sans photo, sans faire visiter forcément les domiciles. Abdourahmane, lui, il a accepté une des propositions de relogement émises par la préfecture. Quand il nous fait visiter en fait sa maison-là, il y a toutes ces affaires qui sont à l'intérieur, et lui nous dit « mais je ne peux pas vivre là en fait ». Là, moi, je vais pouvoir dormir ici quelques nuits, mais je ne peux pas y reloger toute ma famille. De un, parce qu'il n'y a pas la place. Et regardez, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Il a ouvert un à un les robinets pour nous montrer qu'il n'y avait pas d'eau courante. Ce qui inquiétait aussi énormément les familles, c'est le caractère temporaire des relogements. Donc c'était des relogements de 3 à 6 mois. Donc les gens te posaient la question, quand on était en reportage, c'est on va faire quoi ensuite? Pourquoi on va accepter d'être relogé 3 mois dans quelque chose qui n'est déjà même pas adapté, dans lequel on n'aura même pas le droit d'amener nos propres affaires, pour ensuite, dans 6 mois, être mis à la rue? Le lendemain du jour où Abdourahmane détruit sa maison, des dizaines de camions de gendarmerie investissent le quartier à l'aube. Certains habitants récupèrent in extremis leurs dernières affaires et dans la foulée, les bulldozers commencent à détruire les premières maisons en tôle. Mais maintenant, vous allez me dire qu'on ment, puisque vous avez déjà détruit la maison. Et moi, aujourd'hui, je vais amener mes matelas, je vais dormir juste sur la route. Dans la même journée, Abdallah Abdoumadi, un habitant bien connu de Talus 2, fait un AVC. C'est un ouvrier du BTP et ce jour-là, il est missionné par son entreprise pour détruire son propre quartier. Quelques jours avant le début de l'opération de destruction du quartier, il avait demandé à ses chefs de ne pas bosser, de prendre des congés pour pouvoir déménager et pour pas que sa femme et ses filles assistent à la destruction de leur quartier. Selon lui, selon sa femme et selon ses proches, la boîte lui a refusé ces congés-là. Et donc le lundi matin, on l'a vu arriver avec son casque de chantier et son gilet. La destruction commence, les gendarmes entament l'ouverture des maisons pour vérifier qu'il n'y a personne à l'intérieur, suivi des machines de chantier, etc. Et ils montent dans la rue où habite Madi, avec Madi. Et quelques minutes après, Madi est redescendu avec 6-7 gendarmes autour de lui sur une civière et inconscient. Madi décède après plusieurs jours de coma à l'hôpital. Il avait une femme et 7 enfants. De son côté, l'entreprise reconnaît que Madi participait bien à l'opération, mais dément lui avoir refusé ses congés. Ces destructions, elles impactent aussi les jeunes qui vivent dans ces quartiers. J'en ai discuté avec Iri. Il a 20 ans et il a grandi à Kaweni, un autre bidonville. C'est le porte-parole de l'UNEF à Mayotte et d'après lui, beaucoup ont arrêté d'aller en cours depuis le début de l'opération. Ça a impacté énormément ceux qui passent le bac cette année, ceux qui avaient des examens, même ceux qui sont à métropole, à la France métropolitaine, qui étudient, qui sont venus soutenir leurs parents, qui ont abandonné des études parce qu'ils se sont dit, là, il n'y a plus d'avenir. Les jeunes scolarisés, les jeunes qui ont des formations, qui pourraient peut-être un jour aller étudier et revenir, encadrer et soutenir les enfants de Mayotte, et qu'on voit ces jeunes-là en train de se faire arracher cette opportunité. C'est triste. Je ne suis pas contre cette opération, je suis pour cette opération. Mais la manière, la façon dont cette opération est dirigée, alors je ne vois pas d'intérêt, je ne vois pas des résolutions là-dedans. Shamsidine m'a dit la même chose. Pour lui, tout ce déploiement de force ne réglera pas le problème d'insécurité. J'ai trouvé qu'au contraire, ça allait encore plus aggraver la situation à Mayotte. Par exemple, les gens qui vont être décasés et autres, ils vont se sentir menacés et ça va créer un sentiment de crainte et de peur et parfois de colère. Depuis le début de l'opération, Wambushu est au cœur des débats à Mayotte. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est soutenue par beaucoup. D'ailleurs, des manifestations pro-Wambushu ont même été organisées. Moi, je me souviens, parmi les slogans qui m'ont marqué, c'est « Ma vie vaut bien Wambushu ». Certains considèrent qu'il n'y a plus de vie déjà. Quand tu te lèves le matin, que tu ne sais pas si jamais sur le chemin de l'école tu vas te faire défoncer, parce que tu ne sais pas comment tu vas rentrer. Dans leur conception à eux, si Wambushu peut mettre un terme à ça, il faut lutter pour ça par tous les moyens nécessaires. Le point d'orgue de cette mobilisation, c'est lorsque des collectifs de citoyens ont bloqué des dispensaires où des sans-papiers peuvent se faire soigner. Pour eux, c'était une réponse à la politique des Comores qui refusait d'accueillir les Comoriens expulsés de Mayotte. Iri, le syndicaliste étudiant, a connu toute sa vie la xénophobie envers les Comoriens. Il y a toujours des connexions entre les familles. Soit j'ai un cousin anjouanais, soit un cousin comorien, et malgré que cette mixité existe, il y a toujours ces divisions. Il y a toujours ce sentiment que tu ne fais pas partie de moi parce que ton père n'est pas mahorais. Donc toi, tu es un étranger, et même des gages de Mayotte, ici, tu n'es pas chez toi c'est aux Comores,
prends tes affaires et dégage. Le curseur politique, c'est pas forcément droite-gauche, ça va être plutôt est-ce que tu es pour que Mayotte soit française ou pour que Mayotte soit comorienne. Et sauf que dans un climat de guerre, dans un climat de tension aussi forte, c'est très compliqué d'être au milieu. L'opération Wambushu est toujours en cours à Mayotte. On ne sait pas combien de maisons ont été détruites. Bon, je fais une pause ici parce qu'il y a eu du changement. Depuis notre tournage, Gérald Darmanin s'est rendu à Mayotte. Il s'est félicité de l'opération et il a même annoncé sa prolongation de plus d'1 mois. C'est une opération qui évidemment a connu des difficultés à ses débuts, des difficultés techniques, des difficultés juridiques, d'innombrables recours qui ont été déposés, des difficultés diplomatiques. Et puis je pense que la force de la volonté politique l'a emporté. Mais tous les objectifs de destruction des bidonvilles ne sont pas atteints. Seulement 275 habitations de tôle détruites sur les 1000 prévues. Certains Mahorais auraient voulu rester sur leur terrain. Le problème, c'est qu'on a mobilisé beaucoup de renforts policiers qui ne pourront pas rester. Enfin, j'imagine mal ces renforts rester sur la durée. En face, ils se sont déjà habitués à tout ça, en fait. Ça va instaurer une autre normalité, une forme de radicalité qui s'installe dans le paysage mahorais, voire même dans toute l'archipel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Chez Street Press, on va continuer à suivre de près l'actualité de Mayotte. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la cloche pour ne rien rater. Et moi, je vous dis à très vite.